Transvie nekk mutuelle sociale bu yëngatu ci wàllum assurance vie, chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar CCIAD lëkkaloo ak chaîne d'information bi di M7 TV ñoo ngi leen di ñaanal màggalug jàmm ak salaam. La Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar donc, se félicite d'être présente à ce moment de mise en service commercial du marché d'intérêt national et de la gare des proporteurs de Diamniadio. Depuis pratiquement plus d'une vingtaine d'années, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, à travers la section agricole, a tout fait pour que soit érigé au niveau de la région de Dakar un marché de ce type-là, à côté d'une gare des gros porteurs, avec l'objectif donc de moderniser la distribution des produits agricoles de frais et en même temps de désengorger la région de Dakar en termes donc d'occupation des gros porteurs. Donc on peut dire qu'en tout cas cet objectif est atteint. Et donc l'État aussi, je pense, a, disons, joué le jeu parce que la société qui a été mise en place pour exploiter ces deux infrastructures a été confiée au secteur privé à travers la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Car comme vous le savez, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar est l'actionnaire majoritaire de la CEMIC. Et c'est le président de la Chambre qui est en même temps le président du conseil d'administration de la CEMIC. Donc ce moment historique-là, il est très important pour la Chambre. Et maintenant nous souhaitons que cette phase-là qu'on vient de démarrer se passe dans les meilleures conditions. Nous allons démarrer avec un certain nombre d'acteurs qui vont être accompagnés par la CEMIC pour que les objectifs qui sont fixés puissent être atteints. Infrastructures-là, ces deux infrastructures d'ailleurs qui se complètent, je pense qu'elles jouent un très grand rôle pour les opérateurs économiques de l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les producteurs. Donc les meilleurs producteurs sont attendus, les productions qui sont, disons, qui sont fournies par les meilleurs producteurs sont attendues ici. Les commerçants de gros qui sont les plus performants aussi sont attendus ici pour qu'ils puissent distribuer aux consommateurs des produits de qualité. Et aussi la gare des gros porteurs qui est adossée au marché, elle aussi je pense qu'elle va jouer un très très grand rôle pour la fluidification de la circulation dans l'agglomération de Dakar. Parce qu'elle permettra aux véhicules de stationner et d'emprunter les routes que pendant les moments où on en a besoin de ces véhicules-là. Et ça permettra en tout cas de désengorger la région et de faciliter donc la circulation et il y aura une efficacité économique certaine. dama yónnee xaalis bu bari Sénégal ngir jàppale sama njaboot ci seen wér-gi-yaram waaye dama bëgg a peeg samay dépenses santé lu ngeen may digal. jafe-jafe yi Abdou am moom lay jànkonteel. saa su nekk damay yónnee xaalis Sénégal ngir sama wér-gu-yaramu njaboot gi ma fa bàyyi waaye bëgg naa lu ko gën. dañuy wut mutuelle sociale bu baax te wóor bu mën a jël en charge suñ pajum doom yi ñu bàyyi Sénégal lan la ñuy def ngir aar leen. damay wut ab mutuelle sociale ngir mu taxawu sama njaboot bi nekk Sénégal ci seen wér-gu-yaram lu ngeen may digal. xanaa Transvie di mutuelle sociale bi fi nekkal immigré ci àdduna bi yépp ak PAK diaspora bi am offre yu bari yi. su ngeen bindoo ci PAK diaspora bi Transvie dina jël en charge seen njaboot ak seen am di jàmm 70 ba 100% ci paj mi hospitalisation ak njëndam garab mi. ci bitim réew su ngeen bëggee bindu ngir jël PAK diaspora bi tàppe leen www.transviediaspora.sn. Transvie beneen gis-gis ci mutualité. مددنا يا وزاسة
Il fait partie des hommes de Dieu qui marqueront à jamais l'histoire du Sénégal. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, son nom complet, Ahmad ibn Mohammad ibn Habiboullah al-Bekki. Il est né à Mbacké Bawol, un village situé au nord-est du Sénégal. Il a été fondé par son arrière-grand-père, Maharam Mbacké, dans le royaume du Bawol. Cheikhoul Khadim porte le nom d'un saint homme qui était dans le Saloum, Cheikh Ahmadou Bamba Sall. Son père, Mame Mor Anta Sali Mbacké, était un savant et un cadi respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diarriatou Allah, la protégée d'Allah, était une sainte reconnue tant par les Sénégalais que les Mauritaniens. À l'âge de 7 ans, son père le confia à son oncle Thierno Moussobé pour apprendre le Coran. Il sera par la suite confié à Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbacké mourut, Cheikh Ahmadou Bamba retourna à l'école de son père, qu'il ne quitta plus. Du vivant de Mame Mor Anta Sali, il versifia les écrits sur le Tawhid, notamment Oumal Barahim de Cheikh Abdallah Sanoussi, qu'il intitula Wamahib al-Huddous. Cet ouvrage de 600 vers pousse son père Mame Mor Anta Sali à l'introduire dans le programme de son école. Le cheikh écrira dans plusieurs livres, parmi lesquels Tazawoud Sikhar, le viatique des jeunes, Jawharou Nafis, le joyau précieux, qui est un commentaire en vers de l'imam Abdel-Rahman al-Akhdari. Dans le soufisme, Cheikh Ahmadou Bamba versifia Bidayat al-Hidayah, petit traité de l'imam Razali, qu'il intitula Moulaïnou Soudour. Il composa également des odes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son père quitta en 1880 Patar pour aller fonder un autre village appelé Mbacké Kadior, où il mourut 3 ans plus tard. Le cheikh resta à Mbacké Kadior pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète Mohammed lui est apparu et lui a demandé d'éduquer ses disciples par l'étude. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants qui étaient dans le Dara et leur dit « Si vous voulez seulement étudier le Coran, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres de ce pays. Que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. » Après ces propos, il les laissa prendre leurs décisions. Seuls 39 sont restés avec lui et ils sont les premiers talibés mourides après la naissance de la Mouridia, qui veut dire en français « la voie qui mène vers Allah ». Cheikh Ahmadou Bamba
fonda Touba en 1888. À l'époque, la capitale du mouridisme était un lieu isolé, situé à l'intérieur de la forêt de Mbafar. Le saint homme est resté sur place pendant 7 ans. Malgré l'enclavement de Touba, plusieurs dizaines, voire centaines de fidèles commençaient à rallier la cité religieuse. Des fervents talibés qui étaient venus faire acte d'allégeance à leur marabout, mais ces déplacements étaient perçus par le colon comme un acte de guerre. C'est ainsi que le gouverneur français, Clément Thomas, ordonna au saint homme de renvoyer ses disciples chez eux. Une directive qui semble tomber dans l'oreille d'un sourd. Une persécution générale s'en est suivie et les mourides furent dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba fut organisé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter le cheikh à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes, mais ne donnèrent aucune suite. Ahmadou Bamba quitta Touba pour s'installer à Mbacké Bari, dans le Djolof à 50 km au nord de Touba, en avril 1895. Suite aux campagnes calomnieuses à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba, le commandant Leclerc, administrateur du cercle de Saint-Louis, avait adressé en juillet 1895 une alarmante correspondance à ses supérieurs. L'administration décida de recourir à la répression contre Cheikh Ahmadou Bamba et ses adeptes à qui on reprochait de parcourir activement le pays pour trouver des chevaux, des ânes, des pileuses de couscous pour se préparer à la guerre sainte. مقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبادي. Des renseignements émanant des chefs locaux étaient unanimes à dire que les préparatifs étaient réels, que de nombreux chevaux étaient réunis à Touba du Baol, que beaucoup d'armes et de munitions étaient acheminées vers Touba du Djolof où résidait le marabout. Pour couronner ce montage qui ne reposait que sur la malveillance intéressée de chefs ou de marabouts en quête de popularité ou abandonnés par leurs adeptes, on fit savoir à l'autorité administrative que Cheikh Ahmadou Bamba avait quitté la confrérie Khadria pour adhérer à la Tidjaniya qui comportait des prédications de guerre religieuse. Du moment que El Hadj Oumar, Maba Diakhou Ba, Ahmadou Cheikhou, qui firent la guerre sainte, appartenaient à cette confrérie, l'adhésion de Cheikh Ahmadou Bamba à cet ordre ne pouvait signifier que sa volonté de les imiter sur la voie de la lutte armée. On trouva une parfaite similitude entre ces protestations d'amitié à l'endroit de l'autorité coloniale et celles qui lui firent Maba en 1864, Ahmadou Cheikhou en 1868, Mamadou Lamine en 1885, à la veille de leur campagne. L'unique préoccupation du marabout était de faire de ses adeptes des musulmans authentiques conformant leurs pratiques quotidiennes aux principes coraniques. Il avait l'intime conviction que la force spirituelle était supérieure à celle des armes et qu'en devenant des musulmans sincères, il rendait superficielle la domination française qui serait alors impuissante à dévoyer l'âme du peuple. La guerre sainte qu'il demandait de mener consistait à lutter contre les illusions de l'individualité, l'orgueil mal placé et les tentations de Satan. Le gouverneur général par intérim du Sénégal indépendance, Louis Moutet, expédia alors à Mbacké Bari une lettre de convocation au cheikh qui, empêché, se contenta de déléguer son frère et bras droit, Mame Thierno Birahim, au dit gouverneur qui interpréta ce geste comme un affront et un défi à son autorité.
Ainsi, l'administrateur Leclerc fut-il chargé à la tête d'une importante troupe composée essentiellement de gardes et de cavaliers dirigés par des chefs indigènes, de s'acheminer vers Mbaké-Bari aux fins de contraindre par la force le saint homme à se rendre à la dite convocation. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant qu'il ressort clairement du rapport relevé contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte. Toutefois, le document indique que son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspects. Informé, Cheikh Ahmadou Bamba dut mandater une seconde fois Mame Thierno Birahim dans le but de dissiper le malentendu. Mais face à la détermination du colon d'en découdre avec lui, l'émissaire du Cheikh informa celui-ci de l'échec de sa mission, ce à quoi Cheikh Ahmadou Bamba, devinant la trame de la volonté transcendante qui seule pouvait présider à ces événements, confia les siens à la grâce de Dieu et partit à la rencontre de ses ennemis. صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديم منك بدا وهو الذي سميت بالباء والآل والسب بالانتهاء. C'est ainsi qu'il retrouva le plénipotentiaire du gouverneur dans la localité de Djéou dans l'après-midi du samedi 10 août 1895, une date qui coïncidait avec le 18e jour du mois de Safar 1313 de l'Hégire. Elle constituera plus tard la célébration du Grand Magal de Touba. Cette épreuve préfigurait déjà aux yeux du Cheikh le succès et les avantages inestimables que le Tout-Puissant dissimulait dans le service qu'il comptait effectuer par le meilleur des humains, le prophète paix et salut sur lui. Après avoir passé la nuit à Djehoul, le saint homme reprit en bonne escorte son périple le dimanche matin. Il fit une escale dans le village de Koki avant de se rendre nuitamment à Louga. De cette localité, il prit le lundi 12 août le train pour Saint-Louis qu'il atteignit au crépuscule. Il restera sur place pendant 10 jours. Le serviteur du prophète aura à subir sur cette île plusieurs épreuves dont la plus injuste restera sans doute la décision de l'exiler vers les contrées hostiles de l'Afrique équatoriale. Mais ceux-là qui le bannirent et tentèrent de salir sa peau à jamais ne savaient certes pas que le Tout-Puissant s'était lui-même prescrit de toute éternité le devoir de secourir ses amis. Après son arrestation à Djehoul, Cheikh Ahmadou Bamba restera à Saint-Louis jusqu'au jeudi 5 septembre 1895, date à laquelle le conseil privé, composé de 10 membres réunis dans une salle ordinaire, décida son internement au Gabon. L'histoire a surtout retenu de ce jour la tempérance du Cheikh dans sa défense contre les chefs d'accusation qui lui furent exposés, mais surtout le cœur qu'il eut de parapher au bas du document qui lui fut tendu la sourate Ikhlas, symbole de l'unicité absolue de Dieu comme négation de la Trinité en guise de signature, mais surtout celui d'effectuer 2 rakas devenus célèbres sur le lieu même de la dite séance. Une coïncidence significative fut que ces événements eurent non seulement lieu au cours du mois de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, mois que vénérait particulièrement le Cheikh, le conseil privé
fut tenu le 14e jour de ce mois qui correspond au surlendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, pour le service auquel le voyage est censé être fait. En effet, le dernier messager de Dieu, paix et salut sur lui, est selon la géographie musulmane, né la nuit du 12 du mois de Gamou et a aussi émigré à Médine le 12e jour du mois de Gamou. La coïncidence étonnante sera donc que son serviteur sera aussi appelé à être exilé et à entamer le service qui lui destinait au surlendemain de ce jour calendaire correspondant à l'hégire de son maître, ayant eu à subir la même épreuve dans des conditions étrangement similaires relatées par le Coran. Au cours de son séjour à Saint-Louis, Cheikh Ahmadou Bamba fut l'objet de la sollicitude de nombre de grandes figures musulmanes dont certaines l'exhortèrent vivement à interjeter appel, éventualité à laquelle il ne daigna jamais souscrire. C'est ainsi que le serviteur du prophète fut contraint de quitter l'île de Saint-Louis le matin du jeudi 19 septembre 1895, correspondant à l'avant-dernier jour du mois de Rabi al-Awal, pour être acheminé à Dakar à bord d'un train. Mais là aussi, d'autres péripéties l'attendaient. Il est arrivé dans la soirée du jeudi 19 septembre 1895. Installé chez un indigène du nom de Ibra Bint Gueye, le cheikh, alors à jeun, se vit aussitôt convoqué par le gouverneur de Dakar, dont le courroux, se déversant sur lui, l'obligea à passer la nuit dans une cellule infectée dont l'inhospitalité marqua si fortement le cheikh que lorsqu'il songe à ce qui fut décidé à ce gouverneur et à ce cachot, lui prenait aussitôt l'envie de combattre par les armes. Mais celui qui efface les péchés lui en dissuadait toujours. Cheikh Ahmadou Bamba fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un navire brésilien à destination du Gabon où il passa 7 années dont 5 à Mayumba, encore appelé Mayombe par les Wolofs, et 2 ans à Lambaréné. À Mayumba, il fut pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des animaux sauvages, des intempéries des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. Cheikh Ahmadou Bamba embarqua finalement le samedi 21 septembre 1895 à bord d'un navire sur lequel il aura affronté d'autres épreuves, dont l'hostilité affichée de l'équipage, la ruée d'un taureau déchaîné vers sa sainte personne et dont il fut miraculeusement préservé, pour ne citer que cela. Une fois aux îles, selon le cheikh, il fut sujet à toutes sortes d'exactions et de brimades, et cela tout au long de ses séjours successifs dans la jungle de Mayumba, à Lambaréné et ailleurs. La moiteur, le grand nombre de maladies tropicales, mais surtout la solitude caractérisant ces lieux, firent aussi de ces années les plus éprouvantes de l'existence du cheikh, isolement perceptible dans nombre de ses écrits où il exprime avec humilité tout son attachement, sa confiance et sa reconnaissance au très majestueux, de même que sa résolution inébranlable à rester l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Ces épreuves et d'autres privations que s'infligeait volontairement le cheikh pour la face de Dieu eurent quelquefois pour spectateurs les habitants primitifs de ces contrées ou des indigènes originaires du Sénégal dont certains eurent à lui manifester leur estime ou même à lui faire acte d'allégeance. Le cheikh aura aussi à faire la rencontre durant l'exil de nombreuses personnalités marquantes de cette époque, notamment le futur premier député d'Afrique noire, Blaise Diagne, alors fonctionnaire des douanes, son disciple et frère Mame Cheikh Anta Mbacké, qui avait entrepris le périlleux voyage au Gabon. Le cheikh
eut de même à entretenir une correspondance avec l'illustre résistant guinéen, l'Almami Samori Touré, déporté depuis 1899 à Ndiolé, au Gabon, où il trouvera d'ailleurs la mort le 2 juin 1900. Il est rapporté que le cheikh effectua, lorsqu'il apprit la nouvelle, la prière des morts à son intention depuis l'Ambaréné, conformément à la sunna prophétique. L'ex-Bourba Djolof, Samba Laobé Penda, exilé 5 mois après le cheikh, eut aussi à le retrouver au Gabon. Cette période fut également marquée par l'abondance des dons mystiques incommensurables venant de Dieu, ainsi se traduisant par une élévation à des degrés spirituels inouïs et inédits que démontre la profusion littéraire des années dites maritimes. Richesse le rangeant de facto parmi les auteurs les plus prolifiques, sinon le plus prolifique du monde musulman. Ainsi aura-t-il à répondre beaucoup plus tard à son fils, Cheikh Mohammed al-Bachir Mbacké, qui le questionna un jour sur cette époque. Cheikh Ahmadou Bamba confie que sa naissance gnostique s'est accrue, son arrivée à Dieu s'est confirmée, sa certitude a atteint de nouveaux degrés et il a obtenu des grâces infinies. Au cours de cette période, la jeune communauté mouride eut à affronter l'une des premières épreuves les plus pénibles de son histoire, car la déportation de son guide ayant entamé l'engagement de certains, il y eut des désaffections contrastant singulièrement avec le regain d'assurance et de triomphalisme de leurs adversaires qui, excès d'acharnement et de cruauté, n'hésitaient pas à distiller des rumeurs sur la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais regroupés autour de leurs principaux cheikhs, désignés par Khadim Rassoul à son départ, Mame Thierno Birahim Mbacké, assumant la direction des enseignements, Cheikh Ahmadou Noumbé, préposé à la supervision des travaux champêtres, Cheikh Ibrahima Fall et d'autres figures emblématiques de la Mouridia. Les adeptes réussirent à préserver intacte leur foi en l'inéluctabilité du secours divin au triomphe de la vérité sur l'erreur. Par ailleurs, les efforts que ne cessa de consentir Cheikh Ibrahima Fall, resté à Saint-Louis, réussirent à convaincre le futur député Carpote, entre autres, de la parfaite innocence de Cheikh Ahmadou Bamba, au point qu'il s'engagea à réhabiliter celui-ci à son élection. La chose faite, le serviteur du prophète put, par la grâce de Dieu et sa volonté bienveillante, rentrer au Sénégal le mardi 11 novembre 1902 à bord du navire Ville de Maceió, après un peu moins de 8 années en exil. On peut aisément imaginer l'extraordinaire effervescence qui accueillit au port de Dakar, puis le reste du pays, le retour de celui qui est revenu des contrées d'où l'on ne revient pas, grâce à la seule puissance de Dieu, qui n'a point encore une fois manqué à sa promesse de secourir les croyants.
Les succès de la confrérie créée par Cheikh Ahmadou Bamba étaient inséparables des bouleversements opérés par la colonisation qui avait provoqué dans les populations un désarroi total. En offrant un cadre de vie accordé aux espérances spirituelles des populations, la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba leur apportait une réelle sécurité appuyée sur une promesse de salut. Les uns et les autres trouvèrent dans la croyance en Dieu un alibi du quotidien. C'était en ce sens que le mouridisme compromettait la politique française au Sénégal, car il était devenu le refuge du sentiment national avec lequel il se confondit. L'autorité coloniale prêta aux marabouts des ambitions purement terrestres, ce qui était aux antipodes de la vérité. Il était désespéré de voir les foules préférer tourner leur espérance vers cet homme de Dieu qui n'avait pour arme que la sainteté de sa vie et la pureté de son enseignement. Chaque jour, le nombre des prosélytes augmentait du fait des prédications de talibés itinérants qui parcouraient le pays, répandant des bruits extraordinaires sur la puissance et la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba. Tous les faits et gestes relatifs aux marabouts étaient amplifiés pour inciter à se rallier à la confrérie tous ceux qui tenaillaient l'angoisse de leur statut. Ainsi, il était devenu la personnalité unique sur laquelle se concentrait toute l'attention publique. Tout ceci pouvait, selon l'administrateur Vienne, déboucher sur la création d'une puissance religieuse indépendante qui pouvait arriver à contrebalancer l'autorité française. L'hostilité des Mourides vis-à-vis de l'administration coloniale était incontestable car ils refusaient de reconnaître l'autorité des résidents, des administrateurs, du gouverneur et de leurs collaborateurs, les chefs locaux. L'islam était leur bouclier protecteur contre les mesures aliénantes du conquérant. C'est pour cela qu'on les gratifia de toutes sortes d'excès dont la sanction devait être le bannissement du marabout. Son refus de répondre aux convocations du commandant de cercle de Thiès et du gouverneur fut considéré comme un acte de rébellion pour justifier son exil à nouveau en Mauritanie en juin 1903. نجيب عجيب ناصر وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي غيره نقيب رقيب مستجيب مسرسب مزيع ملاذ وماء نزيب حسيب ذو هدايا مقدم هو الناس Le 13 juin 1903, un détachement de 150 tirailleurs et de 50 spies, aidé des contingents des chefs indigènes, fut mis en route pour procéder à l'arrestation d'Ahmadou Bamba. La mobilisation des forces si importantes était commandée par l'extrême gravité de la situation contenue dans les rapports jusqu'alors parvenus à Saint-Louis, qui n'eut pas la sagesse de leur enlever leur coefficient d'exagération naturelle à toute littérature qui veut perdre un ennemi. On disait que l'arrestation du marabout aurait pour effet de soulever ses partisans qui en viendraient aux mains avec les gens de Bahana. Parmi les troupes des chefs locaux qui épaulaient les troupes religieuses se trouvait celle du Boursine Koumandofel. À l'entrée de Darussalam où se trouvait Cheikh Ahmadou Bamba, il demande à Alice de le laisser aller seul parler au marabout. Dès qu'il fut reçu dans la concession, il ôta ses sandales, se mit à genoux, enleva son bonnet et salua le cheikh. Puis il l'invita courtoisement à le suivre auprès d'Alice, tout en soulignant qu'il le savait innocent de tous les chefs d'accusation dressés contre lui. Le cheikh le suivit chez le chef de la colonie, devant qui il réaffirma son innocence. Koumandofène avait agi ainsi parce qu'il se savait grand et ne croyait rien perdre de sa grandeur naturelle en adoptant l'attitude
qui lui paraissait juste envers le marabout. Ainsi, il rendit à l'innocence du marabout le plus brillant témoignage. Au moment où Coumba Ndoffène s'acquittait de sa mission avec bonheur, Mahana pillait le village de Darussalam sous prétexte de saisir les armes et les munitions qu'on y aurait cachées. Il s'empara d'un énorme butin que le gouverneur général le contraignit à rendre à leur légitime propriétaire. À son arrivée à Saint-Louis, le gouverneur lui notifia sa décision de l'exiler à nouveau, mais cette fois-ci en Mauritanie, où il résiderait chez Chersidia et devrait éviter toute communication avec la région qu'il avait troublée. Par cette mesure, le gouverneur pensait avoir administré la preuve qu'il disposait de moyens pour couper court à toute tentative de résistance à son autorité. Il se trompait car l'éloignement de Cheikh Ahmadou Bamba, au lieu d'intimider ses adeptes, voire inspirer le respect de l'administration, ne fit qu'approfondir davantage le fossé qui les en séparait. La population manifestait, avec une virulence toujours de plus en plus affirmée, son hostilité vis-à-vis du conquérant. De tout le pays partaient de nombreux envois de dons vers Soued Elma, où résidait le marabout. La persécution du marabout et ses adeptes fit de la confrérie mouride le merveilleux foyer religieux local où se groupèrent les populations avec toutes leurs forces morales, sociales et juridiques qui permirent de résister avec efficacité au régime colonial. L'autorité des cheikhs mourides se développa au détriment de celle de l'administration et de ses auxiliaires indigènes. L'islam dans sa forme confrérique fut alors comme une ligne de défense qui mit les adeptes à l'abri des contaminations. Convaincus de posséder le vrai, ils ne craignaient nullement ce pouvoir omniprésent qui les avait investis de toutes parts. Par leur détermination, ils amenèrent l'autorité française à constater l'éternelle puérilité des mesures persécutrices, surtout quand elles touchaient aux choses de l'esprit. Aussi se résigna-t-elle en 1907 à ramener au Sénégal le cheikh. كذبت تجا قلبي وكلي أميت بإذن الذي ممس قوتك تسقيني بأساب سالة ولي قد بين الله كتابك ديني وخلي ومولسي هداني في بلادي ونفسي بي سكا كتاب كريم كريم مكرم كفيت به الأعداء لمولاي أبي وعني مع القبلة ولي قاد بيننا. À son retour d'exil, Serigne Touba sera placé en résidence surveillée à Diourbel. Une décision prise par les autorités coloniales qui ne savaient plus quoi faire, tellement que la gloire du cheikh ne cessait d'augmenter. Les colons ignoraient les implications mystiques de cette décision qu'ils ont prises à l'encontre du cheikh. Une fois à Diourbel, il est installé chez le commandant où 3 cases ont été construites pour la circonstance. Un an après, il déménage à Kergoumak, qu'il a rebaptisé la Maison Bénie. Dans cette concession, il se passa beaucoup de miracles, dont les visites que le prophète rendra à Cheikh Ahmadou Bamba. Selon un de ses disciples, en l'occurrence Serigne Mbaye Ngirane, le prophète les faisait en compagnie de ses sahaba, dont les plus connus sont Aboubacar Sadir, Oumar, Alioune et Ousmane. Serigne Touba met à profit son séjour à Diourbel pour entamer les travaux de la grande mosquée de cette ville. Il confia les travaux à Cheikh Issa Diène, lequel conduit avec brio ces travaux qui connurent leur épilogue en 1924. C'est dans cette ville qu'il tira sa révérence. لك العلم والأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من لك الفضل يا مولاي يا سيد الورى عليك سلام الله يا من لا أنت إمام الرسل قد جاء أنه فلا خوف في الإسلام والكل قد سبق لبست ثياب المجد والبل والمنى وفيك من الأقلام.
Serigne Touba a écrit plusieurs ouvrages, des ouvrages encore appelés Khasaïd. Ils peuvent être divisés en 3 parties, les écrits avant le départ pour l'exil par la mer, les écrits durant le voyage en mer au lieu de l'exil, les écrits du retour au Sénégal. Ces ouvrages s'intéressent à la science religieuse, à la connaissance intellectuelle, à l'amour de Dieu et de son prophète pour ne citer que cela. Difficile de quantifier le nombre exact d'ouvrages écrits par le cheikh. Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife de Bamba, les écrits du cheikh peuvent facilement remplir un camion à 10 barils. Quelques années avant, son prédécesseur, Serigne Fallou, confiait que 7 dromadaires auraient du mal à porter tous les écrits du cheikh. Parmi les Khasaïd de Serigne Touba, on peut citer Nourou Darayni, Taysiroul Asir, Muqaddimatul Khidma, Jazbul Khouloub, Mawahibou Nafihou, entre autres. Ces ouvrages du cheikh sont minutieusement exposés à Daré Kamine. Il est situé à l'est de la grande mosquée de Touba. C'est là-bas où repose Serigne Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife général des Mourides. Cependant, il faut souligner que des Khasaïd ont été mis sous terre par le cheikh, d'autres qu'il a laissés en mer, et certains qu'il a préféré ingérer par dissolution dans de l'eau, jugeant parfois que ces écrits ne concernent que sa relation propre vis-à-vis de son créateur. الكوكب الخالد والقرب المهاب الراقب المراقب الند السهاب وليا بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد. Serigne Touba avait d'excellentes relations avec les autres chefs religieux, notamment Seydi El Hadji Malick Sy, Cheikh Nasser Sadbou. Chacun, parmi ces 3, a eu à chanter les louanges de l'autre. Ils se sont croisés à plusieurs reprises. Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Nasser Sadbou et Seydi El Hadji Malick Sy ont prié ensemble à Dakar lors d'une prière de l'Aïd. Ces 3 hommes de Dieu se sont également croisés à Saint-Louis chez Serigne Aliou Ba, un disciple de Seydi El Hadji Malick Sy. Serigne Bamba, qui rendait visite à ses talibés basés à Géoul, a été informé qu'un érudit qui a enseigné la parole de Dieu vivait dans cette localité. C'est ainsi que le fondateur du mouridisme a décidé de se rendre chez Serigne Aliou Ba. À son arrivée, il a trouvé sur place Mame Maodo. Ce dernier, qui se rendait à Saint-Louis, avait fait escale chez son ami. Au moment où les 2 hommes étaient en train de discuter, Cheikh Nasser Sadbou a surgi. Les 3 chefs religieux ont passé la journée ensemble dans cette maison. Avant de se séparer, ils ont effectué la prière de 17h ensemble, une prière dirigée par Serigne Aliou Ba. Ces 3 hommes de Dieu ont vécu ensemble dans une parfaite convivialité. Cheikhoul Khadim est le dernier à avoir rejoint son Seigneur parmi ces 3. Il est décédé le 19 juillet 1927 à Diourbel avant d'être inhumé dans la capitale du mouridisme. Une cité religieuse qui reçoit des millions de personnes à l'occasion du Grand Magal de Touba. Des talibés, des fidèles et des sympathisants viennent de partout pour assister à ce grand événement religieux qui marque le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie en 1895. لمن قالوا جل لكم ذو تجرد عذاب جديد لك دار أبكي من إلهي صلاته عليك ما نبي على الله من قال بالمصطفى ترى توكلت على الله لمن لا عليه بما ديرات ينحل قادما لعبد البيضاء فقد جاوز السماء على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقال ما خلد الوصال على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لقال عليك صلاة الله يا خير متبر بتسليمي يا من عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي خال المسيات والبلدان عليكم صلاة الله صلاة في
بكم من الوازن الباقي الذي خلق الرحمن La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar donc, se félicite d'être présente à ce moment de mise en service commercial du marché international et de la gare des proporteurs de Diamniadio. Depuis pratiquement plus d'une vingtaine d'années, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, à travers la section agricole, a tout fait pour que soit érigé au niveau de la région de Dakar un marché de ce type-là, à côté d'une gare des gros porteurs, avec l'objectif donc de moderniser la distribution des produits agricoles de frais et en même temps de désengorger la région de Dakar en termes donc d'occupation des gros porteurs. Donc on peut dire qu'en tout cas cet objectif est atteint. Et donc l'État aussi, je pense, a, disons, joué le jeu parce que la société qui a été mise en place pour exploiter ces deux infrastructures a été confiée au secteur privé à travers la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Car comme vous le savez, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar est l'actionnaire majoritaire de la SECMIC. Et c'est le président de la Chambre qui est en même temps le président du conseil d'administration de la SEMIC. Donc ce moment historique-là, il est très important pour la Chambre. Et maintenant, nous souhaitons que cette phase-là qu'on vient de démarrer se passe dans les meilleures conditions. Nous allons démarrer avec un certain nombre d'acteurs qui vont être accompagnés par la SEMIC pour que les objectifs qui sont fixés puissent être atteints. Ces deux infrastructures d'ailleurs qui se complètent, je pense que jouent un très grand rôle pour les opérateurs économiques de l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les producteurs. Donc les meilleurs producteurs sont attendus. Les productions qui sont fournies par les meilleurs producteurs sont attendues ici. Les commerçants de gros qui sont les plus performants aussi sont attendus ici pour qu'ils puissent distribuer aux consommateurs des produits de qualité. Et aussi la gare des gros porteurs qui est adossée au marché, elle aussi, je pense qu'elle va jouer un très très grand rôle pour la fluidification de la circulation dans l'agglomération de Dakar, parce qu'elle permettra aux véhicules de stationner et d'emprunter les routes que pendant les moments où on en a besoin de ces véhicules-là. Et ça permettra en tout cas de désengorger la région et de faciliter donc la circulation, et il y aura une efficacité économique certaine. bàyyoo leen benn ndongo daara jagleel ko gàddu gu mat sëkk si dayopp junni ak juróom-ñetti téeméeri dërëm si suñu koppar. Transvi di lëkkaleep ñi ñu jagleel pàcc yi lu ëpp juróom-ñetti téeméeri prestataire ñoo si yëngu biir Sénégal. gépp daara gu nekk ab docteur dina fa ñëw nemmeeku ji ndongo yi lu mu néew benn yoon si at mi. ànd naa ci bi doxalin dinaa pare na ay ndongo daara. ndaw yi nañ leen woy di leen jàppale su ngeen bëggee jokkoo ak ñun dem leen ci Facebook, Twitter, Instagram wala ngeen wooñu ci 33 824 33 44 wala ci 78 605 71 71 wala rek ngeen dem ci suñu site bi www.transvi.sn. Transvi nekk mutuelle sociale buy yëngatu ci wàllum assurance vie, chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar CCIAD lëkkaloo ak chaîne d'information bi di M7 TV ñoo ngi leen di ñaanal màggalu jàmm ak salaam.